Voilà, donc bonsoir à tous. Donc on se retrouve ce soir pour parler de l'enquête, alors d'une enquête bien sûr scientifique et historique qui a été menée par des historiens et des scientifiques, notamment des astronomes, hein, sur donc la fameuse étoile des rois mages, hein, donc la fameuse étoile que vous connaissez, dont on parle beaucoup donc à la période de Noël. Donc un astre mystérieux, hein, aurait guidé les fameux mages jusqu'à la crèche où venait de naître le Christ, hein. Donc, on va voir justement ce qu'on peut dire du point de vue historique et scientifique sur cette étoile. Et on va voir si effectivement, est-ce que l'astronomie peut apporter une réponse, hein, pour savoir ce qui pourrait se cacher derrière la fameuse étoile des mages. Donc, cette soirée, cette conférence se veut être la suite, on va dire, de la conférence précédente qu'on avait fait justement sur les différentes origines de nos traditions de Noël liées au solstice d'hiver. Donc, j'avais déjà eu l'occasion donc d'évoquer dans une conférence précédente, en sachant que cette conférence sur l'étoile des mages est totalement indépendante et que si vous n'avez pas suivi la conférence précédente, ça n'empêche pas de la suivre et de comprendre ce qu'on va raconter ce soir. Donc en tout cas, c'est un complément. Donc si vous n'avez pas déjà vu la conférence sur les fêtes du solstice d'hiver et les origines de Noël, je vous invite à la voir puisque c'est donc c'est un complément très intéressant à ce qu'on va raconter ce soir. Alors, donc l'étoile des mages, j'ai dit dans mon introduction, hein, vous connaissez cette histoire, hein, donc on raconte donc une étoile. Alors une étoile, c'est au sens symbolique du terme. On ne cherche pas forcément une étoile au sens astronomique tel qu'on l'entend aujourd'hui, hein. Je rappelle qu'une étoile aujourd'hui, c'est un astre tout à fait comparable au Soleil. Donc c'est une sphère de gaz extrêmement chaude et capable de produire sa propre lumière, hein. Donc le Soleil en soi est une étoile. Et on sait que la plupart des étoiles qu'on voit dans le ciel sont tout à fait semblables au Soleil, hein. Donc là, le mot étoile, dans le sens étoile des mages, est à prendre au sens symbolique, puisque le terme est issu de la Bible, et que la Bible, il faut la prendre au sens symbolique. Euh, donc on ne cherche pas forcément une étoile au sens astronomique du terme, mais plutôt un astre, donc un astre quelconque dans le ciel, hein, donc, ou un événement astronomique, hein, qui aurait pu avoir une certaine importance et qui pourrait être interprété, hein, comme un phénomène particulier qui annoncerait peut-être l'arrivée donc de Jésus sur Terre. Alors, on va démarrer cette soirée avec, justement, je vais vous lire un extrait, enfin, je vais même pas un extrait, je vais vous lire entièrement le passage consacré à l'étoile des mages dans la Bible. Et c'est la première interrogation qu'on peut déjà avoir sur cette histoire, c'est que parmi les quatre évangélistes, il n'y en a qu'un seul qui fait mention de l'étoile. Donc, on peut se demander si est-ce que ce passage sur l'étoile est véridique, est-ce qu'il se base sur un phénomène réel, ou est-ce qu'il aurait été inventé par Matthieu? En tout cas, seul l'évangéliste Matthieu mentionne l'étoile dans son récit. Les trois autres ne le font pas. Et le passage est extrêmement court. Il y a une dizaine de lignes que je vais vous lire là maintenant, qu'on va avoir donc en tête et qui va nous servir de base pour mener donc cette enquête, hein. Alors voilà ce que dit donc le passage de Matthieu. Donc Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: À Bethléem en Judée, car voici ce qu'a écrit le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la dernière parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Voilà, c'est tout ce qu'on a sur l'étoile, la mention de l'étoile des rois mages dans le texte. Alors, euh,
plusieurs choses interpellent. Déjà, vous voyez que, par exemple, le nombre de mages n'est absolument pas précisé, hein, donc c'est bien plus tard qu'on va fixer qu'ils étaient 3, hein, en fonction des 3 cadeaux qui vont être offerts au Christ, et cetera, hein. Et on nous dit que l'étoile, donc au sens symbolique du terme, hein, les rois mages, on nous dit qu'ils viennent de l'Orient, donc ils venaient plutôt donc de l'Ouest, hein. Euh, Pardon, ils venaient de l'Est, pardon, ils venaient de Oui. l'Est, hein, plutôt, oui, l'Occident, ce serait à l'Ouest, hein. Et ils ont vu l'étoile qui les précédait, hein. Alors, on va reprendre ces différents éléments et on va essayer de répondre donc à 3 questions pour essayer de résoudre notre enquête. La première, donc, c'est qui sont ces fameux mages dont on parle? Mais ça, c'est juste pour situer un petit peu les personnages et leurs connaissances, puisque on fera abstraction de tout ce qui a été brodé par la suite sur les fameux mages. On se demandera donc à quelle époque ces événements se sont déroulés, parce que si on veut enquêter sur un phénomène astronomique, il nous faut une date. Et donc, il faut savoir à partir de quelle date, ou en tout cas entre quelle fourchette de date, il faut chercher les événements dans le ciel, hein. Donc, on va déjà essayer de fixer une fourchette de date pour essayer de préciser bah, à quelle époque justement ces événements se sont déroulés, hein. Et si je pose la question, bien sûr, c'est que c'est pas l'an zéro, hein. Ça peut paraître évident, on se dit bah, c'est la naissance du Christ, donc c'est facile, c'est l'an zéro. On va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et puis à ce moment-là, bah, on pourra essayer d'enquêter et on verra si du point de vue astronomique, est-ce que pendant la période qu'on aura fixée, est-ce qu'il y a eu des événements astronomiques qui se sont déroulés et que l'on peut encore calculer aujourd'hui, hein, et qui nous permettraient peut-être d'expliquer la fameuse mention de l'étoile des mages. D'accord. Donc on va commencer par les personnages. Donc qui étaient les mages? Alors contrairement à la représentation qu'on en a fait par la suite, on sait que d'après le récit qu'en a fait Matthieu, donc les mages venaient de l'Orient et selon les historiens, euh, ils venaient probablement du côté de la Mésopotamie ou de la Perse, hein. Ils ont traversé le désert d'Arabie pour arriver donc jusqu'à Jérusalem. Comme on l'a dit, donc le nombre de mages n'est absolument pas mentionné par Matthieu, donc on n'a jamais su combien de mages se sont présentés, hein. Et en fait, c'est un philosophe grec qui s'appelait Origène d'Alexandrie, qui vivait entre 185 et 253 de notre ère, hein, qui a fixé justement le nombre de visiteurs à 3 en se basant donc sur les 3 cadeaux qui ont été offerts au Christ, donc l'or, l'encens et la myrrhe, hein. Alors bien sûr, c'est pas parce qu'il y a 3 cadeaux qu'il y a forcément 3 personnes qui les apportent, hein. Donc les mages pouvaient être certainement plus nombreux. Et en toute logique, on pourrait penser que pour traverser le désert et faire un périple qui va durer plusieurs mois dans le désert, on aurait certainement plutôt affaire à une caravane, hein, donc avec des nomades, avec des chameaux, des dromadaires. Et donc, il est fort probable qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui se sont mis en route, hein, dans cette expédition. Alors après, peut-être qu'à la fin, il n'y en a que 3 qui sont arrivés. Ça, on ne sait pas. En tout cas, le texte ne le précise pas, hein. De toute façon, ce qui est important, ce n'est pas tellement le nombre de mages, c'est que les mages ont vu l'astre dans le ciel et qu'ils l'ont interprété comme un signe divin qui annonçait l'arrivée du Christ. Et donc pour cela, c'est-à-dire que les mages étaient connaisseurs d'astronomie et en même temps d'astrologie. Donc ils faisaient les deux. Mais ce qui est très logique, puisque dans l'Antiquité, les astronomes sont aussi astrologues. On a besoin des deux. On a besoin de pouvoir observer le ciel et de calculer la position des planètes, et ensuite, dans un deuxième temps, en faire une interprétation astrologique, hein. Donc en tout cas, on a affaire ici à des personnages qui étaient certainement d'une caste importante, qui étaient très cultivés, qui savaient probablement lire et écrire, et qui avaient donc de grandes connaissances sur l'astronomie et l'astrologie, hein. Donc voilà tout ce qu'on peut dire à propos de ces fameux mages, hein. Et c'est pareil, le terme de roi mage qu'on emploie aujourd'hui, ça arrive bien plus tard. Le terme de roi va être ajouté à partir du Moyen Âge, hein. Donc ça arrive qu'après le XIIe siècle, puisqu'à ce moment-là, les rois mages vont devenir vraiment une symbolique, hein. Et comment vous dire? Et en fait, ils deviennent des rois. En fait, ils deviennent les rois des 3 races humaines que l'on considère au Moyen Âge, hein. Alors attention, j'aime pas du tout le mot race parce que vous savez que c'est totalement inapproprié quand on parle des humains, hein. Et donc en fait, il n'existe qu'une seule race humaine, sans distinction, hein. Mais au Moyen Âge, on va distinguer les Européens, les Asiatiques et les Africains.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les mages sont représentés comme ça. Donc vous voyez qu'ils deviennent très symboliques, hein. On a donc toujours un Européen, un Africain et un Asiatique qui sont représentés. Et après, la représentation, elle va même au-delà de ça, puisqu'elle représente aussi les trois âges de la vie humaine, puisqu'on a souvent un mage qui est plutôt jeune, un d'âge mûr et un avec une barbe blanche, hein. Donc tout ça, c'est une symbolique qui a été rajoutée par la suite et qui ne nous intéresse pas spécialement ce soir pour résoudre notre enquête sur l'école des mages. Donc on va juste retenir qu'on a affaire à des personnages qui avaient des connaissances astronomiques et astrologiques, hein, pour pouvoir interpréter des phénomènes astronomiques particuliers dans le ciel. Alors ensuite, il nous faut nous interroger sur la période à laquelle se sont déroulés ces événements. Et comme je vous le disais, ce n'est pas l'an zéro, hein, et on sait qu'en fait, l'an zéro est très mal positionné dans le calendrier, ce qui veut dire qu'en fait, la base de notre calendrier est fausse. Et c'est en partie pour ça que j'aime pas du tout parler quand je donne des dates et qu'on dit toujours c'est avant ou après Jésus, ça m'embête toujours, parce qu'en fait, la date de naissance de Jésus est totalement inconnue. À l'époque, de toute façon, il y a très peu de personnes qui connaissent leur date de naissance et leur âge, hein. Et on va voir que le moine Denis le Petit, que vous avez là représenté sur l'image, ben, c'est à lui que justement qu'on a demandé de faire les calculs pour essayer de savoir quand le Christ est né, et notamment quand est-ce qu'il est né dans le calendrier romain. Parce qu'à l'époque, on utilise bien sûr le calendrier de l'Empire romain et non pas le calendrier qu'on a aujourd'hui. Donc c'est en l'an 532 que le moine Denis, justement, va faire les calculs, alors des calculs extrêmement complexes pour son époque, hein, et qui va fixer justement la date de naissance du Christ à l'an 753 de la fondation de Rome. Il faut savoir que dans le calendrier romain, les Romains, ils comptaient leur calendrier à partir de la fondation de Rome, d'accord? Donc c'était le point de départ du calendrier. Donc on passe les années à partir de la fondation de Rome, et pour le moine Denis, en fonction des calculs et des connaissances qu'il avait, il estime donc que le Christ est né en l'an 753 du calendrier romain, donc après la fondation de Rome. Donc, on va fixer ici donc, la date de naissance du Christ calculée par le moine Denis, et on va le transposer maintenant dans notre calendrier actuel, puisque à partir de ce moment-là, on va décider que, en tout cas, l'Église va décider qu'on va fêter Noël de façon symbolique, donc le 25 décembre, comme je vous l'avais expliqué dans ma conférence précédente, pour christianiser les fêtes du solstice d'hiver, qui avait lieu déjà le 25 décembre dans le calendrier romain, hein. Et donc ce premier Noël de l'histoire, finalement, eh bien, il est fixé donc sur l'an 753 du calendrier romain. D'accord? Donc ça sera le premier Noël, donc le Noël de l'an 1 de notre calendrier moderne, ce qui fait qu'aujourd'hui on est en 2020 et qu'on considère qu'on est donc 2020 ans après la naissance du Christ, hein. Vous me suivez toujours? C'est la partie la plus technique là, hein. Il faut s'y retrouver sur les calendriers pour savoir de quelle date on va parler. Alors, comme je vous le disais, le problème, c'est que le moine Denis, il s'est trompé dans ses calculs, et ça, on ne l'a su que récemment, au cours du XXe siècle, hein, puisque il est bien dit dans le texte de Matthieu que le Christ est né sous le règne d'Hérode. Et il se trouve qu'avec l'astronomie, on peut dater la date de décès d'Hérode, justement, puisque d'après les textes, eh bien, on sait que le roi Hérode, qui était le gouverneur romain de toute la Palestine de l'époque, eh bien, il est mort juste après une éclipse de lune. Donc ça tombe bien, puisque une éclipse de lune, c'est un événement astronomique. Les éclipses de lune se produisent au moment où la pleine lune rentre dans l'ombre de la Terre, et donc la lune devient toute rouge à ce moment-là. Et il se trouve que c'est un phénomène purement mécanique, et qu'aujourd'hui, on maîtrise parfaitement la mécanique des éclipses. Donc on peut calculer à rebours pour voir à quelle période il y a eu une éclipse de lune, une éclipse totale de lune, de visible à Jérusalem, qui pourrait donc annoncer la mort d'Hérode. Donc voici une vraie photo d'une éclipse totale de lune. Donc je pense que vous avez peut-être déjà observé le phénomène, puisque c'est un phénomène assez fréquent. Je vous disais, donc une éclipse de lune se produit au moment où la pleine lune rentre dans l'ombre de la Terre. Et donc elle concerne la moitié de la planète, la moitié de la Terre du côté nuit,
toutes les personnes qui sont du côté nuit de la Terre au moment de l'éclipse de lune peuvent voir l'éclipse. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une éclipse de lune, vous avez une chance sur deux pour la voir. Il faut être du côté nuit de la Terre au moment où il y a l'éclipse. Si vous êtes du côté jour, c'est raté, vous ne pouvez pas voir l'éclipse de lune. Alors, donc les calculs ont été faits par les astronomes pour voir justement vers l'an zéro, ou peut-être un petit peu avant, quelles étaient donc les éclipses de lune qui se sont déroulées à cette époque-là. Donc voici la liste des éclipses qui ont été trouvées. Donc vous voyez que certaines étaient visibles à Jérusalem, d'autres ne l'étaient pas, hein. Et on sait, alors il y a d'autres événements qui permettent aussi de dater la mort d'Hérode, il est précisé, je crois que c'est l'historien romain Flavius Joseph qui précise qu'Hérode est mort juste avant la Pâque juive de l'année de cette année-là. Donc les historiens et les astronomes ont retenu que l'éclipse qui fut visible à Jérusalem et qui correspond donc à peu de choses près, qui a eu lieu quelques mois avant la mort d'Hérode, eh bien, c'était l'éclipse qui a eu lieu dans la nuit du 12 au 13 mars de l'an -4. Ce qui veut dire que Hérode est mort en l'an -4 de notre calendrier, ce qui veut dire que notre calendrier est faux d'au moins 4 ans, et que l'an 0 calculé par le moine Denis a été calculé 4 ans trop tard. Donc il faudrait en fait, pour bien faire, redécaler l'an 0 qu'on a dans le calendrier actuel de 4 ans en arrière. Donc ça veut dire que ce n'est pas la peine de chercher des événements astronomiques qui se sont déroulés au-delà de l'an -4, puisque si le Christ est né sous le règne d'Hérode, Hérode étant mort au plus tard en l'an -4, eh bien les événements astronomiques qui se dérouleraient après l'an -4 arriveraient bien trop tard pour expliquer l'apparition de l'étoile des mages. Alors, on a une fourchette de date, là on a une date butoir, on a la date la plus tardive, qui est donc mars de l'an -4, ou approximativement mars-avril, hein, peu importe, de l'an -4. Par contre, il faudrait fixer une date butoir dans l'autre sens, puisque c'est pas la peine non plus de remonter jusqu'à peut-être, je ne sais pas, l'an -10 ou l'an -20, hein. Et donc, on a une autre date butoir, puisque on sait par l'évangile de Luc que Joseph et Marie séjournent à Nazareth en raison du recensement général qui a été décrété par l'empereur Auguste. Et donc le texte nous dit, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Donc l'empereur Auguste voulait recenser toute la population qu'il y avait dans l'Empire romain. Et pour se faire recenser à l'époque, il fallait se rendre dans la ville natale du chef de famille. C'est pour ça que Joseph et Marie se rendent à Nazareth, puisque Joseph est né là-bas. Le, le recensement pris par Auguste, on sait que Auguste a pris cette décision de recensement en l'an -10. Le problème, c'est que, bien sûr, le temps que l'information circule dans tout l'Empire romain, qui s'étendait sur une bonne partie du bassin méditerranéen, on n'avait pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Et donc, ça va prendre un certain temps pour que tout cela, pour que l'information circule et que le recensement se mette en place. Et donc, on peut estimer que si l'ordre de recensement a été donné en -10, le recensement est réellement effectif qu'un an ou deux plus tard, c'est-à-dire probablement en l'an -8. Donc, ça veut dire que à partir de ces deux événements-là, eh bien, on peut fixer la date de naissance du Christ. Le Christ est né quelque part entre l'ordre de recensement d'Auguste, qui oblige le déplacement de Joseph et Marie de Nazareth à Bethléem, donc en l'an -10, peut-être en l'an -8 si on veut resserrer un petit peu l'écart. Et au plus tard, donc, c'est la mort d'Hérode, hein, le Christ étant né sous le règne d'Hérode. Hérode étant mort en l'an -4, puisqu'on a pu dater cet événement grâce à une éclipse de lune, eh bien, le Christ est né quelque part entre l'an -10 et l'an -4. Donc ça veut dire que si on doit rechercher des événements astronomiques, eh bien, il faut les rechercher par rapport à ces deux dates qui ont été fixées par les historiens et les astronomes. Donc ça vous montre aussi donc l'erreur qu'a commis le moine Denis, hein, et que donc malheureusement, voilà, tous nos calendriers actuels sont complètement faux à cause de ça. Donc une fois qu'on a fixé cette fourchette de dates, eh bien on peut essayer maintenant de voir si il y a eu des événements astronomiques
qui pourrait correspondre à cette période-là, hein, et qui pourrait donc être interprétée comme la fameuse étoile des mages. Alors, on va tout de suite préciser qu'il y a des choses qu'on peut éliminer, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues qu'on entend sur l'étoile des mages. Et la première, c'est de se dire, et je l'ai encore lu il n'y a pas très très longtemps sur Internet, que l'étoile des mages, c'était l'étoile polaire. Alors bien sûr, ce n'est pas l'étoile polaire. D'une part, parce que les mages étant astronomes, s'il y avait une étoile polaire, ils ne pouvaient pas la confondre. Ils savaient que l'étoile polaire était polaire pour le coup, c'est-à-dire située pardon, dans le prolongement de l'axe de rotation de la Terre, comme vous le voyez sur mon schéma. Sauf que ça, c'est complètement faux, puisque 2000 ans en arrière, à l'époque de la naissance du Christ, eh bien, l'étoile que l'on qualifie de polaire aujourd'hui n'est absolument pas polaire, à cause d'un mouvement particulier de la Terre qu'on appelle la précession des équinoxes. Alors, je vous ai mis cette vidéo pour vous expliquer la précession des équinoxes. Vous savez que l'axe de la Terre, donc l'axe des pôles, hein, l'axe de rotation, est incliné, et il est incliné de 23 degrés par rapport à l'axe vertical. Donc la Terre, elle est penchée, hein, elle n'est pas parfaitement droite. Je vais essayer de vous le montrer sur mon schéma. Donc vous avez ici l'axe vertical de la Terre, d'accord? Donc celui-là, il n'existe pas, hein. Et l'axe des pôles, c'est celui qui est là. Voilà, hein. Et cet axe-là, là, vous avez le pôle nord de la Terre. Cet axe-là, vous le prolongez très très loin dans l'espace, et il est orienté donc sur l'étoile polaire. D'accord? Et l'angle que forme l'axe de rotation par rapport à la verticale, donc l'angle que je vous montre ici sur la vidéo, cet angle-là, il vaut 23 degrés. Voilà. Et il se trouve que la Terre est toujours en permanence inclinée de 23 degrés sur son axe, c'est comme ça. Et donc l'axe de rotation, normalement, est censé être dirigé vers l'étoile polaire. En tout cas, c'est le cas aujourd'hui. Et comme la Terre est, comment dire, est une sphère non homogène, la masse de la Terre n'est pas répartie de façon homogène à l'intérieur. Et comme elle est inclinée, eh bien, il y a un effet de gravité qui joue, qui a tendance à vouloir ramener l'excédent de masse de l'inclinaison de la Terre, ou plutôt au niveau de son équateur, si vous voulez, et de le ramener plutôt à la verticale. Ce qui fait que ce mouvement-là entraîne un mouvement de rotation de l'axe de la Terre autour de l'axe vertical. Alors oui, c'est très technique, mais je vais vous le montrer en vidéo pour que ce soit plus simple. En fait, ce qui se passe, c'est ce que vous voyez sur la vidéo. La Terre reste donc toujours inclinée de 23 degrés, ça ne change pas. Par contre, l'axe de rotation, il est lui-même en rotation. Vous voyez, il décrit un cercle. Alors très lentement, il va décrire un tour complet autour de l'axe vertical en 26 000 ans. Donc c'est très très lent, mais comme là on parle d'une période de temps qui nous sépare d'aujourd'hui à la naissance du Christ de 2000 ans, eh bien le mouvement de précession a eu le temps de jouer. Ce qui veut dire qu'à l'époque de la naissance du Christ, l'axe de rotation de la Terre est dirigé vers un endroit du ciel où on ne voit aucune étoile visible à l'œil nu, et l'étoile qu'on appelle polaire aujourd'hui, bah, il la voyait à l'époque, il voyait cette étoile dans le ciel, mais elle n'avait rien de spécial, puisque elle ressemblait à toutes les autres étoiles du ciel. Et elle n'était pas immobile comme on l'a aujourd'hui, parce que l'axe de la Terre n'était pas dirigé vers elle à l'époque. D'accord? Ça va pour cette histoire de précession, hein? Alors, je ne rentre pas dans les autres conséquences de la précession, parce que ça a des conséquences sur plein d'autres phénomènes astronomiques. Là, ce qui m'intéresse juste pour ce soir, c'est de vous faire comprendre que l'étoile polaire, finalement, elle n'est pas toujours polaire. Elle est polaire qu'une fois tous les 26 000 ans. Donc vous voyez qu'on a de la chance que de notre vivant, on ait une étoile polaire, parce qu'actuellement, l'axe de rotation de la Terre est dirigé vers elle. Et donc ce n'était absolument pas le cas il y a 2000 ans. Et donc il y a 2000 ans, on ne parlait absolument pas d'étoiles polaires. Et si un jour vous lisez des textes qui vous disent que dans l'Antiquité, on suivait l'étoile polaire, eh bien c'est archi faux. Voilà, donc ça permet tout de suite de déjouer des histoires inventées. Il n'y a pas d'étoile polaire il y a 2000 ans. Par contre, si on remonte encore plus loin en arrière, donc la précision, on peut la faire précéder encore plus loin, hein, et on s'aperçoit par exemple que l'étoile polaire qui a aidé les Égyptiens à construire les pyramides, eh bien, ce n'était pas l'étoile polaire actuelle, c'était l'étoile cubane de la constellation du Dragon, puisque ça, c'était il y a 5000 ans par rapport à nous, et il y a 5000 ans, effectivement, l'axe des pôles de la Terre était dirigé vers l'étoile cubane de la constellation du Dragon. Voilà. Et donc les pyramides étaient alignées sur cette étoile-là et non pas sur le ciel actuel. Mais ça, c'est encore une autre histoire que j'aurai l'occasion de vous raconter ultérieurement, pardon,
quand on abordera l'astronomie égyptienne. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 2000 ans, à l'époque de la naissance du Christ, il n'y a pas d'étoile polaire dans le ciel. Donc l'étoile polaire ne peut pas être considérée comme l'étoile des mages. Il y a un autre candidat qu'on peut éliminer, c'est l'étoile Sirius. Alors, Sirius, c'est l'étoile la plus brillante de tout le ciel, donc en faisant abstraction du Soleil. Donc on enlève le Soleil, et la nuit, l'étoile la plus brillante qu'on voit depuis la Terre, c'est l'étoile Sirius. Vous voyez qu'on la reconnaît facilement par rapport à la constellation d'Orion. Hein. Donc Orion, c'est le fameux chasseur qu'on va bientôt voir dans le ciel en hiver. Là, ça doit commencer à être visible en ce moment. Orion se repère grâce à la ceinture d'Orion qu'on a ici, et justement que parfois on appelle les trois rois mages, tout simplement parce qu'on les voit en hiver et qu'on voit trois étoiles parfaitement alignées. Et si vous prolongez la ceinture d'Orion, vous tombez donc sur l'étoile Sirius, qui représente le chien du chasseur Orion dans la mythologie grecque. Donc les astronomes les mages étant des astronomes aguerris, ils ne pouvaient pas non plus confondre l'étoile Sirius avec l'étoile des mages, puisque la fameuse étoile qui doit annoncer l'arrivée du Christ doit être un événement exceptionnel, et donc il ne pouvait pas s'agir de l'étoile la plus brillante du ciel qu'on voit tous les ans en hiver. Donc Sirius en soi n'a rien de particulier, c'est une étoile bien connue, on la voit tous les ans en hiver, donc les mages n'avaient pas de raison de s'intéresser plus que ça à Sirius, à moins qu'il y ait eu un événement particulier lié à Sirius, mais ça, on n'a aucune trace écrite qui nous le mentionne. Le dernier candidat, voilà, donc la construction du grand chien, qui est construite à partir de l'étoile Sirius pour accompagner le chasseur Orion. Donc le dernier candidat qu'il nous faut éliminer, c'est la planète Vénus. Parce que si donc, les trois étoiles connues aujourd'hui, c'est l'étoile polaire, on en a parlé, l'étoile Sirius, qui est l'étoile la plus brillante du ciel, et on a compris qu'elle n'avait rien de spécial pour les mages de l'époque. Il reste Vénus. Donc Vénus, la fameuse étoile du berger, telle qu'on la connaît à notre époque en France. Vénus étant une planète extrêmement brillante quand on la voit dans le ciel, elle brille beaucoup plus fort que l'étoile Sirius. On pourrait se dire, peut-être qu'ils ont confondu la planète Vénus. Et vous savez que malheureusement, se dire que les mages suivaient l'étoile du berger, en France, c'est connu, c'est dans notre culture populaire, puisque ça a été chanté par Sheila. Et que ça reste malheureusement une idée qui est fort ancrée dans la population, alors qu'en fait, si les mages étaient astronomes, ils ne pouvaient pas confondre la planète Vénus avec un événement particulier qui annoncerait l'arrivée de Jésus. À moins de mettre en scène, par exemple, Vénus dans une conjonction. Chose qu'on parlait en introduction tout à l'heure. Si Vénus étant une planète, eh bien Vénus se déplace autour du Soleil, donc nous on la voit se déplacer dans le ciel devant les étoiles. Peut-être que Vénus a pu se rapprocher d'une planète dans le ciel et donc créer une conjonction. Je rappelle qu'une conjonction, c'est un mouvement, c'est un rapprochement apparent des astres dans le ciel, d'accord? Ça ne veut pas dire que les astres sont réellement côte à côte dans l'espace. Donc si Vénus était en conjonction avec une autre planète ou avec une étoile dans le ciel, peut-être que là, on pourrait voir une symbolique astronomique. Et il se trouve qu'il y a eu une conjonction très intéressante qui s'est produite, mais là j'anticipe un petit peu sur la suite. Avant de vous montrer la conjonction qui m'intéresse sur Vénus, il faut que je vous rappelle les connaissances astronomiques de l'Antiquité. Donc, dans l'Antiquité, on observe le ciel à l'œil nu, d'accord? Et on ne connaît que les éléments qu'on voit à l'œil nu. On n'a pas de télescope, rien du tout. Donc, les astronomes de l'Antiquité, ils connaissent deux phénomènes distincts. Les phénomènes prévisibles, donc c'est-à-dire le retour des saisons, les phases de la Lune et les conjonctions de planètes, d'accord? Je vous renvoie également à ma conférence que j'ai faite sur l'astronomie des Mésopotamiens, puisqu'on a vu que les mages pouvaient très bien être des Mésopotamiens qui venaient peut-être de Babylone, qui était le grand centre d'astronomie de l'époque. Eh bien, on a vu que dans l'astronomie mésopotamienne, on avait mis au point des techniques de calcul mathématiques qui permettaient de prédire, de calculer à l'avance les positions des planètes sur le ciel. Donc, les mages étaient tout à fait capables d'anticiper et de calculer des conjonctions de planètes sur le ciel. Donc ça, c'est des phénomènes rassurants, puisqu'on peut les calculer à l'avance, on les connaît, on les observe régulièrement mois après mois. Donc de ce côté-là, il n'y a rien de spécial. Par contre, il y a aussi les phénomènes imprévisibles, et les phénomènes imprévisibles, c'est les passages des comètes. Encore aujourd'hui, à part les comètes qui sont déjà passées, donc que l'on connaît et pour lesquelles on a pu calculer une trajectoire, la plupart des autres comètes nous sont totalement inconnues
est toujours imprévisible. Donc il pourrait très bien, on a eu le cas par exemple cet été, en mois de juillet 2020, on a eu le passage de la comète Neowise, qui n'était absolument pas prévue, hein, elle est arrivée un peu comme ça par surprise, elle avait été détectée que quelques mois auparavant, et la grande surprise, c'est que cette comète était suffisamment proche de la Terre et a suffisamment dégazé pour être visible depuis la Terre. Et donc on la voyait à l'œil nu au mois de juillet 2020. Hein. Je rappelle qu'une comète, on va en reparler, hein, mais les comètes, c'est des objets de type astéroïde, c'est des gros rochers dans l'espace, mais qui sont très riches en glace. Et quand la comète s'approche du Soleil, bah, la glace fond, donc ça s'évapore, ça fait une grande chevelure, et c'est à ce moment-là que la comète généralement devient visible dans le ciel. Hein. Donc la plus connue, c'est la comète de Halley. Et comme la comète de Halley est déjà passée, on a pu faire des calculs de trajectoire, et on sait que la comète de Halley revient tout près de la Terre tous les 76 ans. Donc il n'y a pas de surprise de ce côté-là. On sait déjà que la comète de Halley reviendra dans le ciel terrestre en 2061. Donc vous voyez, ça c'est déjà connu. Par contre, on peut, comme la comète Neowise qui est passée donc cet été, on peut très bien avoir dans les prochains jours, dans les prochains mois, le passage d'une comète qui nous est totalement inconnue et qui arrive comme ça soudainement près de la Terre. Donc les comètes restent encore aujourd'hui des phénomènes imprévisibles. C'est le cas également des novas ou des supernovas, c'est-à-dire des explosions d'étoiles. Alors, on a appelé ça nova parce qu'on pensait que c'était une nouvelle étoile qui apparaissait dans le ciel. C'est-à-dire qu'à un endroit dans le ciel où vous ne voyez pas d'étoile en temps normal avec vos yeux, bah, soudain, brusquement, il y a une étoile qui apparaît. Et cette étoile, elle peut être très brillante. Elle peut même devenir la plus brillante de tout le ciel. Ça dure généralement quelques jours, quelques semaines. Et ensuite, l'éclat de l'étoile disparaît et on ne voit plus rien à l'œil nu. Donc, on sait aujourd'hui que quand on voit ça dans le ciel, souvent c'est une étoile en train de mourir et non pas une étoile en train d'apparaître. C'est une étoile qui meurt et quand les étoiles meurent, elles explosent et elles deviennent brusquement extrêmement lumineuses. Et donc encore aujourd'hui, on ne peut pas prévoir la mort des étoiles. On peut estimer, on sait dans le ciel les étoiles qui sont les plus âgées. C'est le cas par exemple de l'étoile Bételgeuse dans Orion. L'épaule d'Orion, donc Bételgeuse, est une étoile en fin de vie, mais les astronomes, c'est tout ce qu'ils peuvent dire. On sait que Bételgeuse est en fin de vie. Elle peut très bien mourir demain, que j'aimerais beaucoup, puisque ça ferait un très beau spectacle de supernova et on serait aux premières loges pour le voir. Ça peut très bien arriver dans 1000 ans. Hein. Donc on ne sait pas à quel stade on en est de la fin de la vie de Bételgeuse. Donc ces phénomènes imprévisibles, eh bien, donc ils ne pouvaient pas être connus en tout cas, ils ne pouvaient pas être calculés à l'avance par les mages, et ça pourrait très bien expliquer justement l'étoile de Bethléem, qui annonce l'arrivée du Christ, puisqu'on aurait là, pour le coup, affaire à un phénomène totalement spectaculaire, totalement imprévu, et donc on pourrait se dire, bah, tiens, symboliquement, ça peut annoncer l'arrivée de quelque chose. Donc on va voir si entre les phénomènes imprévisibles et les phénomènes prévisibles, lesquels des deux pourraient être interprétés comme l'étoile des mages. Et déjà, est-ce que l'un de ces phénomènes s'est déroulé dans la période de temps que nous avons sélectionnée tout à l'heure, c'est-à-dire entre l'an -4 et l'an -10. Alors on a longtemps pensé qu'une comète pouvait expliquer l'étoile des rois mages. Tout simplement à cause de ce tableau que vous voyez là, et que j'ai eu la chance de voir, puisque c'est pas un tableau en fait, c'est une peinture de Giotto, le peintre florentin, qui a peint toute la Genèse sous différentes scénettes dans la chapelle Scrovegni qui est à Padoue. Padoue, c'est à côté de Venise. Hein. Donc si vous avez la chance un jour d'aller voir la chapelle Scrovegni à Padoue, allez-y, c'est magnifique, c'est une très très belle chapelle, entièrement peinte du sol au plafond sur tous les murs par Giotto justement. Et vous voyez que dans la scène qui s'appelle donc l'adoration des mages, on voit ici les mages se prosterner devant Jésus, eh bien il a représenté l'étoile dans le ciel et il l'a représentée sous la forme d'une comète. Et donc on s'est dit, bah tiens, peut-être qu'il s'agissait d'une comète qui est passée. Alors, par rapport aux archives, Jean-Philippe qui dit il y a une sonde qui a porté son nom. Oui, la sonde Giotto, bah justement, voilà, à cause de ce tableau-là, la sonde Giotto, c'était la sonde européenne qu'on a envoyée en 1986 lors du retour de la comète de Halley près de la Terre. Voilà. Et donc, c'est la sonde Giotto, on l'a envoyée et elle a photographié le noyau de la comète de Halley. Pour la première fois, on avait une photo d'un noyau cométaire. Et donc, ça datait de 1986, lors du dernier passage de la comète de Halley. Alors justement, c'est lié à ce que je vais raconter puisque on s'est dit, bah, tiens, c'est curieux que Giotto ait représenté l'étoile des mages
sous la forme d'une comète. Et en faisant les calculs, je vous l'ai dit, la comète de Halley, elle repasse tous les 76 ans. Donc c'est facile de faire des calculs de façon rétroactive pour connaître les précédents passages de la comète de Halley, hein. Et grâce aux archives chinoises notamment, les Chinois ont des archives très complètes, on a pu retrouver tous les passages de la comète de Halley qui ont été observés en Chine jusqu'en moins 240. Vous voyez? Donc, tous les 76 ans, les Chinois ont vu passer la comète de Halley et ils l'ont mentionné dans leurs archives jusqu'en l'an moins 240. Sauf que, bien sûr, ils ne savaient pas. Déjà, la comète ne portait pas le nom de comète de Halley, hein, forcément. Et ce qui est curieux, c'est que les Chinois n'ont pas remarqué qu'en fait, ils revoyaient la même comète qui repassait tous les 76 ans, hein. Donc, ça va être déduit bien plus tard grâce aux lois de Kepler, justement, et aux calculs que va faire Halley, justement, le fameux Halley qui va donner son nom à la comète, grâce notamment à Newton et à la théorie de la gravité. Donc il faudra tout ça en même temps pour montrer que les comètes reviennent de façon périodique, hein. Et donc grâce à ces calculs, on a pu voir que la comète de Halley est passée en l'an 1301 et la peinture de Giotto, elle date de 1303. Vous voyez? Et en fait, on sait aujourd'hui que le peintre Giotto a été extrêmement impressionné par le passage de la comète de Halley de 1301, qu'il a décidé de la mentionner sur son tableau comme étoile des mages. Alors, c'est quand même assez intriguant, puisque à l'époque de Giotto, donc en 1300, 1301, 1304, mais également dans l'Antiquité, donc de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, jusqu'à ce qu'on puisse expliquer que les comètes sont des phénomènes périodiques, eh bien, les comètes vont souvent être interprétées comme oiseaux de mauvais augure, comme de mauvais présages, parce que justement, elles sont imprévisibles. Or, surtout dans l'Antiquité, on aime les choses régulières qui rassurent. Et à chaque fois qu'on va voir un phénomène irrégulier qui arrive, donc que ce soit une supernova, un passage de comète, ou peut-être les éclipses, calculer la périodicité des éclipses, c'est assez compliqué, et bien tous ces phénomènes souvent sont interprétés de façon négative. Et donc on se dit que c'est quand même curieux que le passage d'une comète, qui souvent est un aspect négatif, puisse annoncer l'arrivée du Christ, hein. Donc ça pose déjà un premier problème. Et donc, si on regarde rétrospectivement, est-ce que la comète de Halley, par exemple, est passée dans la fourchette de temps qu'on a fixée tout à l'heure entre -4 et -10? Eh bien, ça ne colle pas, parce que la comète de Halley, à cette époque-là, elle est passée en l'an -12. Donc, elle est passée beaucoup trop tôt par rapport aux événements qui nous intéressent. Donc, en tout cas, ça ne pouvait pas être la comète de Halley qui a servi d'interprétation à l'étoile des mages. Est-ce qu'il y a eu une autre comète qui est passée à l'époque? euh, il faudrait vérifier dans les annales chinoises, je ne suis pas sûr. Et comme je le disais, de toute façon, les comètes, comme les supernovas, étant interprétées de façon négative, il est très peu probable que les mages aient retenu cet événement-là comme annonciateur de l'arrivée de Jésus. Donc les comètes, on va les oublier. Alors, ce qui nous reste, c'est les phénomènes prévisibles. Et les phénomènes prévisibles, ce sont, donc on a dit, les conjonctions planétaires. Ça reste peut-être le meilleur candidat pour expliquer l'apparition de la fameuse étoile. Alors, tout à l'heure, je vous disais Vénus. Vénus est un très bon candidat parce que Vénus, ça brille extrêmement fort, mais Vénus seule ne peut pas suffire parce que les mages étant astronomes, eh bien, ils connaissaient la planète Vénus, ils pouvaient l'identifier facilement sur le ciel et ils pouvaient calculer sa position. Donc, Vénus seule ne pouvait pas être interprétée comme étoile des mages. Par contre, si on la met en scène dans une conjonction particulière, peut-être que là, il y aurait quelque chose à faire. Et il se trouve qu'il y a eu une conjonction très intéressante qui s'est déroulée. Vous voyez, je vous ai mis la date, là, je vous ai fait la simulation sur le logiciel Stellarium. Là, nous sommes le 11 juin de l'an -1. Alors, regardez ce qui s'est passé à ce moment-là. Vous avez ici vous avez ici la constellation du Lion. J'ai reconstitué la scène exactement telle que l'ont vu les mages, hein. Donc, on est bien à la bonne période, on est vers l'an -1, et c'est le ciel que j'ai déplacé en latitude. C'est le ciel que l'on voyait en l'an -1 à Jérusalem. D'accord? Donc, on voyait bien la position de la constellation d'Orion, comme je vous l'ai mis ici sur le logiciel, hein. Vous avez ici la planète Vénus, ici la planète Jupiter qui était visible à ce moment-là, et l'étoile la plus brillante ici,
c'est l'étoile la plus brillante de la constellation du Lion, c'est l'étoile Régulus. D'accord? Donc on voit que le 11 juin de l'an -1, eh bien, la planète Vénus est passée à côté de l'étoile Régulus, donc elle était en conjonction avec Régulus. Et regardez, j'accélère le temps. Regardez bien ce qui va se passer au niveau de Jupiter, Vénus et Régulus. Ce qui nous intéresse, c'est la scène qui se déroule ici. J'accélère le temps. Vous voyez Vénus qui va se déplacer. Et quelques jours après avoir croisé Régulus du Lion, elle est en conjonction avec Jupiter. Mais une conjonction extrêmement serrée, encore plus serrée que la conjonction Jupiter-Saturne que nous allons voir là le 21 décembre 2020. Hein. Alors, je vous lis ce que j'ai retrouvé sur cette conjonction particulière. Donc, cette conjonction a eu lieu le 17 juin de l'an -1 de notre calendrier actuel. Hein, d'accord? Donc, Vénus a croisé Jupiter. L'écart entre les deux planètes était tel qu'elles pouvaient être confondues en un seul point. Vous voyez? Donc, Jupiter et Vénus étant les deux planètes les plus brillantes du ciel, ces deux planètes sont passées vraiment très 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 proches, côte à côte dans le ciel, vues depuis la Terre. Hein. Je rappelle que Vénus et Jupiter ne sont jamais réellement côte à côte dans l'espace. Hein. Et qu'elles pouvaient être confondues comme une seule étoile. Donc on devait avoir là un objet extrêmement lumineux, très impressionnant dans le ciel. Vous voyez, à peu de choses près, mais ça a dû se produire sur la Terre, je n'ai pas vérifié, mais à peu de choses près, on aurait même pu avoir une occultation de Jupiter par Vénus. C'est-à-dire voir Vénus passer devant la planète Jupiter. Alors ça, c'est un phénomène incroyable, parce que la taille des planètes dans le ciel, c'est minuscule, hein, elles sont presque aussi grosses que les étoiles, donc c'est des points minuscules. Donc pour que deux points puissent passer l'un au-dessus de l'autre, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Hein. Donc cette conjonction-là, vous voyez, pourrait être un très bon candidat pour expliquer, par exemple, l'apparition de la fameuse étoile des mages. Ça pourrait être une conjonction Jupiter-Vénus. Sauf que là, le problème que l'on a, c'est que cette conjonction, aussi spectaculaire soit-elle, elle a eu lieu en l'an -1. Alors, on a vu tout à l'heure que par rapport à la mort d'Hérode, il fallait retenir l'an -4 au plus tard pour retrouver les phénomènes qui nous intéressent. Donc cette conjonction-là a lieu un peu trop tard. D'accord? Après, certains astronomes, je sais que certains astronomes ont retenu cette possibilité-là pour expliquer l'étoile des mages. Alors après, ça dépend de l'incertitude qu'on peut avoir justement sur la mort d'Hérode. Donc ça pourrait être un bon candidat, vous voyez. Mais un autre candidat va nous intéresser. C'est donc l'hypothèse de Kepler qu'on citait tout à l'heure dans l'introduction. Hein. Donc Kepler, en 1609, il va faire des calculs mathématiques extrêmement intéressants. Je rappelle, donc Kepler était un très bon mathématicien, mais un très mauvais observateur parce qu'il était fortement myope. Il a eu une maladie étant jeune qui lui avait laissé de graves séquences, de graves conséquences sur la vue. Donc il ne pouvait quasiment pas observer à la lunette. Hein. Et donc quand il a entre les mains la lunette de Galilée pour vérifier les observations de Galilée, ce sont ses assistants qui vont observer à sa place. Mais Kepler était un très grand mathématicien et il va réussir à avoir accès donc, à toutes les données d'observation de son homologue qui était Tycho Brahe. Hein, et à partir donc, des observations très précises qu'avait fait Tycho Brahe, il va réussir justement à en déduire les trois fameuses lois mathématiques que l'on connaît, notamment que donc l'orbite des planètes n'est pas un cercle mais une ellipse, dont le Soleil occupe l'un des foyers. Une ellipse, c'est un ovale avec deux centres, hein, ou un cercle avec deux centres si vous voulez. Hein. Et bien après, il va comprendre que les planètes, quand elles sont éloignées du Soleil, elles ralentissent, et quand elles approchent du Soleil, elles sont accélérées. Hein. Et la troisième loi, c'est un calcul mathématique. C'est un rapport entre la distance au Soleil de la planète et le temps qu'elle met pour faire le tour du Soleil. Et bien, si on divise l'un par l'autre, ça donne une constante. Mais je ne vais pas vous embêter avec ça ce soir. Alors Kepler, pourquoi est-ce qu'il a fait ces recherches-là? Tout simplement parce que Kepler, il était mystique. C'était quelqu'un de très mystique. Il avait une vision très particulière de la nature. Et il voulait absolument montrer avec les mathématiques que sa vision qu'il avait de la nature était possible, était réelle. Et notamment, il a fait tout un travail sur l'harmonie. Il voulait absolument que tout soit harmonieux dans la nature.
Et il a même écrit un ouvrage qui explique que si on se mettait, enfin, que la position, pardon, que la distance des planètes au Soleil n'était pas due au hasard, et que les planètes étaient bien placées à une certaine distance du Soleil pour jouer de la musique. Et que si on se mettait à la place du Soleil, on entendrait des notes de musique jouées par les planètes. Et il voulait absolument démontrer ça, Kepler. Notamment, il expliquait que les distances des planètes pouvaient s'expliquer en insérant entre l'orbite de chaque planète les 5 polyèdres réguliers de Platon. Donc, c'est les 5 figures géométriques qui sont connues en géométrie pour le coup. C'est des figures géométriques, comment vous dire, il faudra que je vous renvoie ça sur mon article que j'ai écrit sur Kepler, sur mon blog. Les figures de Platon, c'est des figures en 3D que vous pouvez faire, mais à partir, il faut que chaque face soit toujours la même. Donc vous pouvez par exemple le carré, bah en tout cas plutôt le cube en 3D, hein, le cube, ses faces, ce sont des carrés. D'accord? C'est 6 carrés. Voilà. Donc, il y a 5 polyèdres qui existent et seulement 5 pour lesquels vous pouvez respecter cette règle que toutes les faces soient la même figure géométrique. Et donc, à l'époque de Kepler, on ne connaissait que 6 planètes. La plus lointaine était Saturne. Les planètes Uranus et Neptune n'étaient absolument pas connues. Elles ne seront découvertes que plus tard avec un télescope. Donc, Kepler était persuadé que s'il y avait 6 planètes autour du Soleil et que leur distance était telle qu'on pouvait l'expliquer par l'insertion des polyèdres de Platon et que tout ça régissait une belle harmonie qui jouait de la musique. Hein, donc, c'est pour ça que Kepler fait ses calculs mathématiques. Voyez, et c'est pour ça que tout à l'heure, je le disais, aujourd'hui, en astronomie, la seule chose qu'on a retenue de tous les ouvrages de Kepler, bah, c'est les 3 lois mathématiques qu'il a découvertes de façon empirique et qui fonctionnent très bien et qui s'explique par la gravitation de Newton. Et tout le reste, on peut l'oublier, c'était toutes les fantaisies de Kepler, mais c'est ce qui lui a permis de faire cette découverte. Hein. Donc en tout cas, le monde tel que l'imaginait Kepler était quelque chose d'assez curieux. Hein. Alors Kepler était quand même quelqu'un de très particulier. Hein. Il était tout chétif étant enfant, et sa mère, il a dû à un moment donné défendre sa mère au tribunal parce qu'elle était considérée comme sorcière et qu'elle allait finir au bûcher. Hein. Donc, il avait un père je crois que son père est décédé à la guerre, donc quand il était très jeune. Et donc, Kepler était quand même quelqu'un d'assez perturbé. Hein. Donc, si la vie de Kepler vous intéresse, je vous invite à voir un film qui s'appelle L'œil de l'astronome, et qui est un film français qui date maintenant de quelques années, peut-être une dizaine d'années. Hein. Mais si vous arrivez à voir sur Internet le film qui s'appelle L'œil de l'astronome, il raconte très très bien la vie de Kepler, et notamment les 10 nuits où Kepler a eu en sa possession la lunette de Galilée pour faire ses observations. Mais ça montre vraiment très très bien le personnage tel qu'il était, avec tous ses paradoxes. Hein. Alors il se trouve que Kepler, quand il fait ses calculs mathématiques, il découvre ces fameuses lois qui expliquent le mouvement des planètes. Et cette année-là, on était au moment de Noël 1603. Donc c'était 6 ans avant qu'il fasse ses découvertes, puisque les lois de Kepler sont publiées en 1609. Hein. Donc à Noël 1603, eh bien, Kepler est fasciné par un rapprochement, une conjonction de Mercure, Jupiter et Saturne qu'il observe dans le ciel. Et c'est ça qui va le mettre sur la piste de la fameuse étoile des mages, parce que Kepler, qui était aussi astrologue pour le coup, il établissait donc des horoscopes, et Kepler, il a dressé l'horoscope du Christ. Voyez, et donc en traçant l'horoscope du Christ, il s'est dit, bah tiens, peut-être une conjonction planétaire pourrait expliquer la fameuse étoile des mages. Donc c'est ça qui va le mettre sur la piste, hein, de la fameuse conjonction Jupiter-Saturne. Donc en faisant ces calculs, donc ça montre les capacités qu'avait Kepler, hein, et sans avoir ces fameuses lois qu'il va publier plus tard, eh bien, il va découvrir qu'une conjonction spectaculaire s'est déroulée en l'an 7 avant Jésus, c'est-à-dire en l'an -6, hein, si on tient compte du décalage avec l'an 0. D'accord. Et cette conjonction était très particulière, puisqu'il s'agissait d'une triple conjonction Jupiter-Saturne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La conjonction que nous allons observer là le 21 décembre 2020, c'est une conjonction simple. Jupiter va croiser une seule fois Saturne, parce que Jupiter va plus vite que Saturne en tournant autour du Soleil, donc il va la doubler.
Une triple conjonction, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre. Alors, pour vous l'expliquer, je vais tracer ce schéma. Vous reconnaissez ici le Soleil. Là, pour l'exemple, j'ai mis la Terre. Donc, la Terre va faire le tour du Soleil en une année. Et j'ai mis ici la planète Mars qui fait le tour du Soleil en 2 ans. Alors, si on regarde ce qui se passe, comme la Terre est plus rapide que Mars pour faire le tour du Soleil, eh bien, elle va doubler Mars, elle va prendre un tour à Mars. Je vous mets ici, donc, depuis la Terre, on est sur la Terre, on regarde la planète Mars, et on prolonge la flèche, vous voyez, et je vous mets ici ce qu'on va observer sur le ciel. D'accord? Donc, on va regarder comment se déplace la planète Mars dans le ciel quand la Terre va lui prendre un tour. Donc pour l'instant, tout va bien. La Terre se rapproche de Mars et on voit que dans le ciel, la planète Mars suit sa trajectoire habituelle. Vous voyez, on la voit se promener devant les étoiles. D'accord? Donc jusque-là, tout va bien. Par contre, quand la Terre va commencer à doubler Mars, on va voir un phénomène qui est assez curieux. Vous voyez, on a l'impression que Mars va faire demi-tour, qu'elle rebrousse chemin, qu'elle repart en arrière. Vous voyez, ça va durer comme ça pendant 2 mois jusqu'à ce qu'elle reprenne sa course dans le sens normal. Donc, quand la Terre double une planète, eh bien, nous, ce qu'on voit dans le ciel, on a l'impression que la planète décrit une boucle. On va dire qu'elle rétrograde. Elle revient en arrière et ensuite elle reprend son chemin dans le sens normal. Et ça, c'était un problème qui a cassé les pieds aux astronomes de l'Antiquité jusqu'à Copernic, donc jusqu'en 1543. Hein, et c'était l'un des arguments de Copernic pour dire que le Soleil était au centre du système solaire et que la Terre bougeait, parce qu'à ce moment-là, les fameuses rétrogradations de planètes qu'on voyait dans le ciel devenaient une illusion d'optique. Les planètes ne rebroussent pas chemin. Vous voyez bien que la Terre et Mars ont tourné toutes les deux ensemble autour du Soleil. C'est juste que quand la Terre a doublé Mars, eh bien on a l'impression que Mars dans le ciel est parti en arrière. Mais c'est une illusion d'optique. C'est la même chose qui nous arrive aujourd'hui quand on est par exemple sur la route, on est en voiture, on veut doubler une voiture qui est plus lente que nous. Au moment où on double la voiture plus lente, nous qui sommes dans la voiture plus rapide, on a l'illusion que la voiture plus lente part en arrière. Alors que heureusement, bien sûr, hein, les deux voitures vont dans le même sens sur la route. Hein. Et ben c'est exactement ça. Les rétrogradations de planètes sont une illusion. En fait, elles se produisent à chaque fois que la Terre double une planète. D'accord? Donc bien sûr, hein, quand vous êtes dans le système d'Aristote et de Ptolémée, dans l'Antiquité, c'est-à-dire le système géocentrique, où c'est la Terre qui est au centre du système solaire et le Soleil qui tourne autour de la Terre, les rétrogradations de planètes sont extrêmement difficiles à expliquer. Hein. Donc on peut comprendre que ce genre de phénomène avait de quoi surprendre les astronomes de l'époque. Alors, comment expliquer une triple conjonction Jupiter-Saturne? Eh bien, on aura donc une conjonction simple tous les 20 ans entre Jupiter et Saturne. Donc Jupiter fait le tour du Soleil en 12 ans, Saturne fait le tour du Soleil en 30 ans. Donc en moyenne, une fois tous les 20 ans, ben, il va se produire ce que je viens de vous montrer sur mon schéma. Jupiter va doubler Saturne. D'accord? Et donc nous, on verra dans le ciel, tout simplement, ben, Jupiter se rapprocher de Saturne, et puis ensuite s'éloigner. Et donc là, on aura une conjonction simple. Donc il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. D'accord? Et on peut penser que les astronomes, enfin les mages qui étaient astronomes, avaient l'habitude de voir tous les 20 ans une conjonction simple Jupiter-Saturne. Donc là, il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, ce qui s'est passé en l'an -6, c'est que les deux planètes se sont croisées 3 fois pendant la même année. Et c'est ça qui est exceptionnel. Alors, regardons, je voulais simuler sur le logiciel Stellarium. Alors, je suis pas très satisfait de ce que j'ai fait, mais on va essayer quand même de comprendre. Regardez, vous avez ici, donc, entouré en rouge, c'est la planète Jupiter, et à côté, ici, c'est la planète Saturne. D'accord? Donc, surveillez bien les deux planètes, puisque tout va se mettre à bouger. Regardez bien les deux planètes, ce qu'elles vont faire. Nous sommes là, vous voyez, on démarre la vidéo le 1er mai de l'an -6. Hein. Donc, c'est parti. Regardez bien ce que font les deux planètes. Vous voyez, elles se rapprochent. Hop. Est-ce que je peux faire pause? Voilà, je fais pause, vous voyez. Donc là, on est le 20. Alors, je suis pas allé assez loin. Voilà. Il faut aller jusqu'au 29 mai.
le 29 mai de l'an -6, premier croisement des deux planètes. D'accord? On continue. Hop. Je suis embêté avec ma vidéo. Alors, on recommence. Je refais la première conjonction jusqu'au 29 mai de l'an -6. Ensuite, on laisse défiler. Les planètes s'écartent toutes les deux. Donc, la conjonction est finie. Et elles vont de nouveau se rapprocher et se croiser une deuxième fois le 6 octobre de l'an -6. Attention, on arrive le 6 octobre, deuxième conjonction Jupiter-Saturne de la même année. D'accord? Et si on continue, les deux planètes vont se recroiser une troisième fois le 1er décembre. Étonnant, hein? Donc au lieu d'avoir une conjonction simple, on a vu Jupiter et Saturne provoquer trois conjonctions au cours de la même année, le 29 mai, le 6 octobre et le 1er décembre. Alors pourquoi? Tout simplement parce que pour que cette triple conjonction puisse avoir lieu, il faut que les deux planètes rétrogradent, donc fassent leur boucle de retour en arrière, comme j'expliquais tout à l'heure, en même temps. Ça veut dire qu'il faut que la Terre, au moment où on a la conjonction simple, Jupiter-Saturne se double une fois, conjonction simple, il faut qu'au même moment que la Terre soit alignée avec ces deux planètes et qu'elle leur prenne un tour. À ce moment-là, les deux planètes vont faire toutes les deux en même temps dans le ciel leur boucle de rétrogradation, ce qui va donner l'illusion qu'elles se croisent trois fois pendant la même année. Technique, hein? Je sais pas si vous avez tout suivi ou pas. Pour vous aider à le comprendre, je vous l'ai simulé au planétarium de Reims. Regardez. C'est une photo que j'ai faite sur le planétarium. Donc, la conjonction de l'an -6 s'est produite devant la constellation des Poissons, comme vous pouvez le voir. Et en faisant une pause longue, eh bien, on voit les déplacements apparents des planètes sur le ciel, vous voyez. Donc, la ligne qu'on voit là, c'est le déplacement de la planète Jupiter sur le ciel au cours du temps. Je vous l'ai indiqué, attendez, hop, je vous l'ai indiqué ici. Voilà. Hein. Donc, la ligne du haut, la ligne la plus longue, c'est le déplacement de Jupiter sur le ciel. Donc, comme pour Mars tout à l'heure, on voit la planète Jupiter, hop, je reprends ma souris, la planète Jupiter qui se promène, voilà, je suis ça. Et comme la Terre va prendre un tour à Jupiter, eh bien on voit Jupiter qui fait sa boucle de rétrogradation, vous voyez, pendant quelques mois. Et ensuite, comme la Terre a doublé Jupiter, bah, hop, la boucle est finie, et Jupiter, il reprend sa course normale. D'accord? Donc la Terre a pris un tour à Jupiter en -6, on a vu Jupiter rétrograder sur le ciel. Donc rétrogradation classique. En dessous, le déplacement apparent de la planète Saturne sur le ciel. Vous voyez, pareil. Donc Saturne se déplace, il suit la ligne qui est tracée là. La Terre prend un tour à Saturne, donc quand la Terre double Saturne, on voit Saturne faire une rétrogradation dans le ciel. Il fait sa boucle pendant quelques semaines, et ensuite il reprend son chemin dans le sens normal. D'accord? Sauf que là, la particularité, c'est que Jupiter et Saturne étaient elles-mêmes en train de se doubler dans le ciel. Donc on avait une conjonction Jupiter-Saturne exactement comme on va la voir nous là dans quelques jours le 21 décembre 2020, d'accord? Donc on aurait une conjonction simple Jupiter-Saturne côte à côte dans le ciel, c'est ce qu'on voit de toute façon, on voit bien que les deux lignes elles sont côte à côte, donc les deux planètes se sont promenées voisines l'une de l'autre sur le ciel, mais par contre les deux planètes ont fait en même temps une boucle de rétrogradation parce que la Terre leur a pris un tour. C'est-à-dire que dans l'espace, on avait la Terre, Jupiter et Saturne qui étaient parfaitement alignés. Et c'est ça la bizarrerie qui explique que quand les deux planètes rétrogradent en même temps, quand elles font toutes les deux leur boucle ici, et bien dans le ciel, on va les voir se croiser trois fois. Elles vont provoquer trois conjonctions, comme je l'ai montré tout à l'heure sur la vidéo. Elles vont se croiser le 29 mai, le 6 octobre et le 1er décembre. Alors, cet événement qui est finalement extrêmement complexe à comprendre, et on comprend qu'il a pu dérouter les mages de l'époque, puisque les mages avaient l'habitude de voir tous les 20 ans une conjonction simple entre Jupiter et Saturne, et voient que d'un seul coup, cette année-là, ils attendaient une conjonction simple Jupiter-Saturne, et ils voient les planètes se croiser trois fois de suite dans la même année. Ça a de quoi dérouter. Donc Kepler, qui connaissait très bien l'astrologie babylonienne, parce qu'il était lui-même astrologue,
il se dit que les mages auraient pu interpréter la triple conjonction comme suit. Jupiter est le symbole de la royauté et Saturne le protecteur d'Israël. Quant à la constellation des poissons, elle était attribuée au peuple juif. Donc pour Kepler, les mages auraient pu interpréter la triple conjonction Jupiter-Saturne comme l'arrivée du roi protecteur d'Israël au sein du peuple juif. Alors, c'est l'hypothèse de Kepler, hein, donc on ne sait pas si les mages effectivement ont raisonné comme ça. En tout cas, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que on a un phénomène astronomique finalement assez particulier qui aurait pu surprendre plus d'un astronome à l'époque, puisque je ne suis pas sûr que les mages étaient capables de calculer les triples conjonctions. La conjonction simple Jupiter-Saturne, certainement, mais une triple conjonction, ça a pu les prendre au dépourvu. Hein. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette triple conjonction, elle tombe exactement dans la période de temps qu'on a fixée tout à l'heure, entre l'an 4 et l'an 10. Donc, ça pourrait finalement être un phénomène intéressant qui pourrait être interprété comme l'étoile des mages, pourquoi pas. Pour moi, ce qui renforce encore en plus cette idée-là, c'est que l'étoile des mages n'était pas un phénomène spectaculaire en soi, dans le sens où il n'était pas extrêmement visible. C'était pas le passage d'une comète, une supernova, quelque chose que tout le monde aurait pu voir. Parce que d'après le texte de Matthieu, seuls les mages voient le phénomène. Donc il faut être un peu averti pour remarquer qu'il se passe quelque chose dans le ciel. Et surtout, seuls les mages interprètent le phénomène. Donc ça montre que c'est un phénomène peut-être astronomique, mais qui pourrait avoir quelque chose de particulier. Et en ça, la triple conjonction Jupiter-Saturne de l'an-6, finalement, elle collerait assez bien. Alors, tous les Jean-Jacques qui demandent les triples conjonctions. Alors, les triples conjonctions Jupiter-Saturne, parce que si on met des triples conjonctions pour d'autres planètes, les périodes de temps ne sont pas les mêmes. Hein. La triple conjonction Jupiter-Saturne se produit en moyenne tous les 200 ans. Donc, c'est un phénomène quand même assez rare. Hein. Donc, moi, j'ai ma petite préférence pour l'explication de Kepler qui me plaît bien, mais en apportant toujours quand même un petit bémol pour conclure cette histoire. C'est que d'une part, on n'est pas sûr que le récit de Matthieu se base sur un phénomène réel. Peut-être qu'il a inventé l'histoire de toute pièce. Hein. Est-ce que les mages auraient pu interpréter la triple conjonction comme Kepler l'a dit? Ça reste l'hypothèse de Kepler. On ne sait pas ce que les mages auraient pu penser d'un tel phénomène. Hein. Et donc, rien ne prouve de toute façon que cette triple conjonction Jupiter-Saturne peut être à l'origine de l'interprétation de l'étoile des mages. Hein. En fait, l'étoile des mages garde tout son mystère. Et ce qui est intéressant de voir, c'est là, on s'est livré à un exercice finalement très plaisant, hein, qui nous a permis de faire de l'histoire, qui nous a permis de faire de l'astronomie, qui nous a permis de découvrir finalement des phénomènes astronomiques très peu connus, hein, et très curieux, et qu'effectivement, il s'est passé des phénomènes astronomiques intéressants qui pourraient peut-être servir d'interprétation à la fameuse étoile des mages. Mais bien sûr, rien n'est sûr, hein, et on ne peut apporter aucune conclusion définitive sur ce phénomène. Et finalement, c'est peut-être très bien comme ça, puisque l'étoile des mages reste mystérieuse, et elle fait partie de la magie de Noël, et finalement, ce qui est peut-être sûr, c'est qu'on va la retrouver tous les ans en haut du sapin. Voilà, ça sera ma conclusion. Si maintenant vous avez des questions sur tout ça, parce que c'est assez dense, eh bien, je vous écoute. Bravo, Sébastien. Merci. Oui, j'avais une question, Sébastien, hein, suite à ce brillant exposé encore une fois. Est-ce que dans la période -10, -4, là où la naissance de Jésus est supposée, est-ce qu'il y a eu d'autres phénomènes, soit du même type ou d'autres choses? Est-ce qu'on a recherché des choses? Oui, oui. Et il faut savoir que de toute façon, l'enquête n'est jamais finie. Hein. Il y a toujours aujourd'hui des astronomes qui travaillent sur le sujet, hein, et qui cherchent après d'autres phénomènes astronomiques, d'autres conjonctions, hein, qui pourraient finalement être interprétés comme on l'a fait ce soir. Hein. De mémoire, de ce que j'ai pu lire sur le sujet, il y a eu d'autres conjonctions, hein, qui se sont produites, notamment avec Vénus, par exemple Vénus avec Régulus, Régulus étant, c'est pareil, Régulus c'est le symbole de la royauté, donc une conjonction entre Vénus et Régulus
pourrait être interprété comme un symbole royal et expliquer la fameuse étoile des mages. Donc effectivement, on trouve d'autres conjonctions plus ou moins intéressantes qui pourraient aussi résoudre le problème. Donc là, moi, je vous ai présenté la version la plus exceptionnelle et qui, moi, me plaît bien par son côté rarissime, la triple conjonction Jupiter-Saturne. Maintenant, d'autres conjonctions pourraient très bien expliquer le phénomène et peut-être qu'en fait, c'est rien de tout cela aussi. Hein. Est-ce que dans d'autres religions, il y a eu également des phénomènes astrologiques en rapport avec un personnage particulier de ces religions? Oui, 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 on trouve ça notamment en Chine. En fait, dans l'Antiquité, vous avez compris que dans l'Antiquité, on fait aussi bien de l'astronomie que de l'astrologie. Et donc, on interprète les signes du ciel en lien avec les décisions que doivent prendre les souverains. Pratiquement toutes les civilisations de l'Antiquité ont baigné à un moment donné dans l'astronomie, astrologie, et on fait correspondre des événements avec ça. Ce que je trouve le plus remarquable, c'est en Chine. En Chine, donc l'empereur de Chine se proclamait fils du ciel. Et donc c'est là où on aura l'occasion de faire une conférence sur l'astronomie chinoise. L'astronomie chinoise de l'Antiquité était extrêmement développée. Il y avait 600 astronomes aux ordres de l'empereur de Chine pour interpréter les signes du ciel. Et en Chine, lorsqu'on voyait les 5 planètes visibles à l'œil nu se regrouper ensemble, donc former une seule conjonction, eh bien, c'était un signe de désaccord du ciel avec le pouvoir en place. Et il fallait absolument que l'empereur, mais également la dynastie à laquelle il appartienne, démissionne. Et on voit comme ça en Chine que je crois qu'il y a deux ou trois fois où les 5 planètes se sont regroupées dans le ciel, et à chaque fois, ça correspond au changement de dynastie en Chine. Oui, ça répond à la question. Oui, oui, tout à fait, merci. Après, on peut en raconter plein. J'ai prévu aussi une conférence sur l'astronomie des Mayas. Les Mayas, eux, ils étaient fascinés par Vénus. Et chez les Mayas, Vénus, c'était le dieu de la guerre. Voyez. Et on sait qu'à chaque fois, donc, ils avaient un calendrier astronomique basé la visibilité de Vénus au coucher du Soleil, ce qui arrive pas tout le temps. Ça, parce que Vénus, on la voit au coucher du Soleil, puis après, on la voit au lever du Soleil en alternance. Et à chaque fois qu'ils voyaient Vénus au coucher du Soleil, c'était signe de faire la guerre sur la cité voisine. Et on voit que dans le calendrier Maya, à chaque fois que Vénus est visible au coucher du Soleil, eh ben, c'était le moment qu'une cité attaque l'autre. Voilà. Donc ils ont fait correspondre leur calendrier de la guerre avec les observations de Vénus. C'est très courant dans les civilisations antiques, très très courant. Voilà, si vous n'avez plus de questions, merci à vous tous, bonne fête de fin d'année, et puis on se retrouve très vite À toi après aussi, les fêtes, bonne le mois fête. de janvier. Merci à vous tous.